Moi, je pense que c'est l'avenir parce qu'il faut avoir des pratiques durables. En fait, la pérennité vient de la durabilité. On a besoin d'avoir autant sur le plan autant sur le plan économique que sur le plan humain, de cultiver aussi l'épanouissement dans un sens. Là, les personnes qui sont en cuisine, qui sont en salle à manger, ils font ça parce qu'ils aiment ce qu'ils font. T'sais. Et puis ils se sentent bien, puis ils veulent évoluer ici. Puis c'est ce qui nous touche aussi, puis qui dit, on a l'impression de faire les bonnes choses, c'est aussi le taux de rétention. T'sais, un taux de rétention qui est pratiquement de 100%. Que les gens rentrent ici, ils sont bien, ils restent. Donc ça aussi, ça nous... on se dit, peut-être qu'on fait bien les choses, t'sais. Bonjour et bienvenue dans Terroir Fertile, le balado qui part à la rencontre de celles et ceux qui réfléchissent notre territoire alimentaire autrement. Je suis Christelle Fournier et dans chaque épisode, on découvre des chercheurs et aussi des praticiens réflexifs pour repenser nos pratiques et voir comment on pourrait se nourrir demain. Tu peux nous écouter sur Spotify, YouTube et puis sur les autres plateformes. Tu peux partager pour faire découvrir nos invités. Et puis tu peux également nous soutenir via Patreon, ça nous aide à payer le tournage. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Mathieu-du-Lac, à l'auberge Saint-Mathieu-du-Parc avec Sami Benabed qui est chef gastronomique. Sami, bonjour. Allô. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Alors tu es chef gastronomique. L'auberge est fraîchement étoilée d'une étoile verte. On va venir parler de tout ça. On connaît les étoiles Michelin, mais les étoiles vertes en général pas trop. Tu es entrepreneur, co-entrepreneur, que je le qualifierais de socio-écologique, parce que tu as toute une démarche écologique et sociale. Quand on dit étoile verte, gastronomie, au Québec, on pourrait peut-être parler de gastronomie boréale. On pense à des sorties en forêt, des prix inaccessibles, une hiérarchie forte pour l'excellence. Je sais que vous avez un regard très local de réflexion autour de vos employés, de vos fournisseurs. Donc je voulais qu'on voit tout ça avec toi aujourd'hui. On se connaît depuis un petit moment, ça fait 7-8 ans. On s'est vu coévoluer. L'auberge, vous l'avez depuis à peu près 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, en fait, on a été opérant de l'auberge avant de faire l'acquisition. L'acquisition, elle a été faite il y a 2 ans et demi environ. Donc, mais oui, on baigne dans l'auberge depuis environ 4-5 ans. Oui, tu étais sur Montréal avant, tu es revenu dans le coin. Et puis, c'est ça, on va passer à peu près 1 heure et demie ensemble pour parler de tout ça. Et je voulais que tu commences tout simplement en te décrivant, mais depuis la perspective de ta grand-mère, d'une de tes grand-mères. Tu pars d'une de tes grand-mères et tu arrives jusqu'à toi. J'ai 2 grand-mères. Mes 2 grand-mères sont marocaines, en fait, d'ailleurs, les 2 ne sont jamais venues au Canada. Ah, OK. Ouais. Étrangement, j'aimerais ça qu'ils viennent. Je pense que mes parents aussi, mais ils ne sont jamais venus. Ils sont toujours vivantes, évidemment. Donc, grand-mère marocaine, et j'ai un très grand contraste entre mes grands-mères, du côté paternel ou du côté maternel. Du côté maternel, c'est une famille qui vient de quartiers populaires, donc très pauvres au Maroc, dans presque des bidonvilles, là, pour pas dire, là, tu sais, puis... Et au contraire, à l'inverse, du côté paternel ou d'une famille extrêmement aisée au Maroc. Donc, quand je me souviens, quand j'y allais jeune, j'étais mis face à cette dichotomie là, entre les deux modes de vie. Puis, face à la précarité, mais surtout la précarité au Maroc. Mon grand-père était vendeur de fruits au souk. Et d'un autre côté, le côté paternel, où un homme d'affaires, un entrepreneur, un ex-militaire aussi qui a été haut gradé. Donc vraiment comme un très gros contraste. Ah, oui. Et moi, je me souviens, en fait, puis même ma mère me le rappelle, comme j'aimais pas ça aller chez mes grands-parents paternels. Je voulais rester toujours avec ma grand-mère du côté maternel. Donc voilà. Après, moi, je suis né au Québec. Mes parents, mon père a quitté le Maroc dans les années 70. Il avait 17 ans quand il est arrivé, jeune, en fait. ouais, OK. quand il est arrivé au Québec.
Puis ce qui connaissait avant, c'était juste le Maroc. Là. Maintenant, il arrive au Québec, il y a de la neige et tout. Et il y avait en fait, avant de venir au Québec, il avait déjà rencontré ma mère. Et ils s'étaient déjà mariés, eux se sont mariés à l'âge de 16 ans. À l'époque, hein, ouais, ils s'étaient rencontrés à l'âge de 15 ans environ. À 16 ans, ils se sont mariés. À 17 ans, il est venu au Québec. Et bref, et puis il a étudié ici à Trois-Rivières, à l'université à Trois-Rivières. Puis il a tellement aimé l'endroit, que Trois-Rivières surtout, qu'il a juste décidé de rester et de s'installer. Puis ma mère est venue le rejoindre après son bac. Il a étudié la finance. Et puis ils ont décidé de fonder une famille ici. Donc on est 4 dans la famille. Les 4 nés au Québec, donc, puisqu'ils sont arrivés très jeunes. Les 4 nés au Québec, mon grand frère, moi, j'ai une petite sœur et un autre petit frère encore. Voilà. Donc grande famille. Québec, on grandit à Trois-Rivières, au Cap-de-la-Madeleine. J'ai pas été énormément exposé un peu à la diversité. Je venais vraiment d'un petit quartier au Cap-de-la-Madeleine, qui ça s'appelle maintenant, c'est fusionné avec Trois-Rivières. Je me souviens, j'étais probablement une des seules personnes issues de l'immigration ou de deuxième génération ou d'avoir des parents immigrants à l'école. Vraiment, j'étais littéralement le seul. Puis je me souviens, environ en 4e année, j'avais 9 ans. Mes parents ont décidé d'aller vivre une année au Maroc. Okay. Donc on est parti une année vivre au Maroc. Là, j'ai été justement dans un collège français, mais où j'ai été vraiment exposé à toutes sortes de cultures. Tu sais, vraiment, où il y a des gens venaient de la francophonie, évidemment, oui. Mais tu sais, de la francophonie africaine, la francophonie, il y avait un Ukrainien dans ma classe, il y avait tout ça. C'était des fils d'ambassadeurs, en fait, souvent, fils et filles d'ambassadeurs. Exact. C'était souvent des personnes, justement, des diplomates, etc., ou toutes sortes. Mais c'était sous la même langue. On était dans un collège français, mais il y avait des gens de partout. Puis là, c'est là que ça m'a ouvert les yeux sur le monde parce que c'était un cadeau, un énorme privilège que mes parents m'ont fait. Connecter avec la culture marocaine pendant un an, mais au-delà de ça, être en relation avec une diversité culturelle. Tu sais. Je me souviens, j'allais manger chez un de mes amis qui venait du Gabon, on mangeait le riz, le poisson. Chez mon ami malien, c'était différent. Et, tu sais, et chez un de mes amis qui était ukrainien. Donc, vraiment exposé à une diversité culturelle qui était un énorme privilège. Donc voilà, on est rendu où? Ah ben wow, on a fait le portrait. Ouais. Je voulais savoir, dans ton assiette, qu'est-ce que le petit Samy mangeait? Ouais. Vu qu'on parle de terroir et de gastronomie, je me disais, qu'est-ce que tu mangeais petit jusqu'à aujourd'hui? Comment ton assiette a évolué? Ben tu sais, en fait, moi, ma mère est une excellente cuisinière, une femme au foyer, mais elle a toujours cuisiné, elle a toujours pris le temps de cuisiner. C'était important de vraiment tout faire de A à Z, autant le déjeuner que le souper. Donc, je mangeais beaucoup cuisine marocaine de ma mère, cuisine maternelle. Les couscous, tout ça, tous les vendredis, c'était le couscous, c'était automatique. Donc, avec une proximité, une sensibilité à la nourriture très proche avec la cuisine maternelle. Puis, quand j'avais environ 4 ans, en maternelle, on est allé à un centre communautaire à côté de l'école et on a mangé avec tous les élèves ensemble. Et ils nous ont servi du vol au vent. Le vol au vent avec le poulet, les petits pois puis les carottes. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Puis je dis ça maintenant, je dis ça en blague, c'était ma première nourriture de blanc. Tu sais, parce qu'en mode, j'ai juste connu la cuisine marocaine de ma mère. Puis là, j'arrive avec ça, puis après, je voulais tout le temps aller souper chez mes amis ou je voulais tout le temps ça pour goûter leur nourriture. Tu sais, c'est drôle. Puis j'en ai parlé hier à un de mes potes, puis il dit, mais lui, c'était exactement la même chose, mais en mode inverse. Tu sais, lui, quand il venait chez moi, c'était pour goûter la cuisine marocaine. Ma mère qui venait avec des petits gâteaux et tout. Pour moi, c'était du acquis. Puis ce que j'aimais, c'est justement aller chez mes amis pour manger un peu plus en nourriture. Donc, il y a ça aussi, cette passion de vouloir manger, goûter des nouvelles choses, des choses différentes, des textures différentes. Donc, j'étais une personne zéro difficile en termes de nourriture. Je voulais tout manger. Comment t'en es arrivé à la cuisine? Puis je crois aussi que tu as fait des études de philosophie un petit peu? Ouais. J'ai fait un bac en philosophie à l'UQAM. OK. Mais c'est ça. Donc, comment je suis arrivé en cuisine? C'était juste tout simplement l'emploi qui me tentait le plus. Puis c'était mon premier et mon seul emploi. Ouais, donc c'était la cuisine.
J'étais cuisinier. J'ai commencé à Saint-Boniface, à la pizzeria à Saint-Boniface. Mon père également, mais plus jeune. Ça, j'avais pas encore l'âge de travailler, mais j'ai quand même vu et donné des coups de main. Mais mon père avait un traiteur, un service de traiteur à Trois-Rivières pendant 2 ans, qui s'appelait Buffet par excellence, où il faisait des réceptions, mariages, etc. Donc c'est ta mère qui cuisinait, puis ton père qui avait le côté plus gestionnaire, c'est ça? Non, même pas. Mon père cuisinait aussi. Ah, ok. Je faisais la gestion, mais il y avait aussi un chef cuisinier. Il y avait une équipe en place aussi. Donc, ma mère aussi cuisinait là-bas, donnait des coups de main. Puis cuisinier, ça a toujours été mon emploi étudiant. Tu sais, avant, j'avais fait ici à Shawinigan une technique en analyse biomédicale au cégep de Shawinigan. Ah bon? Puis, OK. mais j'ai toujours été cuisinier. Tu sais, mon emploi étudiant, c'est cuisinier. Après ça, je suis parti à Montréal. J'ai travaillé dans des restaurants, j'ai fait mon bac. J'ai toujours été cuisinier. Puis après, j'étais un peu à la croisée des chemins, à savoir si je poursuis une carrière académique ou si je me concentre en cuisine parce que j'aime ça. J'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler en cuisine. Tu sais, c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire. Puis aussi un milieu où j'aimais évoluer. Donc même à Montréal, après, d'un restaurant à un autre, pour moi, c'était important qu'il y ait une évolution dans mon apprentissage, mais dans mon expérience, dans l'assiette aussi. Mais comment on arrive à être... Parce qu'il y a plein de gens qui ont comme des petits jobs de cuisinier, puis aujourd'hui, tu es propriétaire d'une auberge, copropriétaire d'une auberge étoilée. T'as pas fait d'école de cuisine, de ce En que j'ai cru? fait, oui. Après mon bac, justement, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, là, je peux pas... je peux pas cuisiner sans diplôme, c'est ça. Donc, tu sais, puis aussi, une certaine forme de validation. J'étais comme... Tu sais, j'avais pas passé par le cursus que tout le monde avait passé. Tu sais, tout le monde avait des références de... Moi, c'était autodidacte. Puis après, j'ai dit, j'ai besoin d'aller à l'école. Mais je suis allé, mais j'ai pas appris. Au contraire, j'avais même l'impression de désapprendre certaines choses. Donc, je suis resté à une session à l'ITHQ. C'était pas un fit, tu sais. T'as arrêté? Moi, j'ai arrêté. Puis je dis, j'aime bien mieux apprendre dans les établissements. Donc, c'est là que je suis parti au Danemark faire un stage dans un restaurant qui s'appelle Relay, qui est également, d'ailleurs, c'était un des premiers restaurants étoilés Michelin qui avait une certification organique. Donc, le restaurant avait sa certification bio. OK. Parce que les étoiles vertes n'existaient pas encore, non, c'est ça? Ça n'existait pas encore. Mais ils avaient comme fait un petit truc spécial. C'était le seul restaurant au monde certifié 100% organique. Donc, tout ce qui était dans le restaurant était organique. Vraiment, il y avait aussi une circularité dans la manière, dans la réflexion de penser. Relay, en fait, ça veut dire un relais d'un circuit. Il y avait la ferme, il y avait le restaurant bistrot, il y avait la crèmerie, il y avait la boulangerie. Ah oui. Alors, c'était vraiment toute une... Oui, c'est l'écosystème était local. Exact. On prenait les mares de café pour faire pousser les champignons, les restes de bouteilles de vin. Tu sais, même ça m'a toujours... à la plonge, je me souviens, il y avait un entonnoir jaune, un entonnoir blanc, un entonnoir rouge. Et c'était pour les petits fonds de vin, des personnes qui ne terminaient pas le vin ou peu importe. Puis des fois, il restait... Pour faire du vinaigre, genre? Oui, il restait des petits fonds de vin dans les ça. Puis quand les serveurs arrivaient, ils débarrassaient les tables, ils vidaient les petits fonds qui restent. Puis ça allait dans une cruche. Puis après cette cruche-là, on prenait puis on faisait du vinaigre. On la faisait bouillir, on le réutilisait. Puis là, le vinaigre était... Donc tout était réfléchi pour que ça soit zéro déchet dans le maximum de ce qui était possible, mais aussi de réutiliser à 100% les choses. Est-ce que c'est là où tu as eu un éveil genre environnemental ou tu l'avais déjà? Je l'avais déjà. Je l'avais déjà. C'était en moi. C'était des choses que j'avais en tête. Mais puis en fait, j'ai choisi d'aller à ce restaurant-là pour ces raisons-là également. Donc, et puis être dedans, ça m'a permis de comprendre vraiment que c'était possible de faire une gastronomie durable, parce que souvent, ce qu'on entend, surtout dans les grandes maisons, il y a énormément de gaspillage alimentaire, énormément d'exploitation, que ce soit sur le plan humain que sur le plan des ressources, tu sais. C'est pour ça que, pour moi,
tu es un entrepreneur socio-écologique parce que vous réfléchissez en fait à tout ça. On le réfléchit, mais il y a aussi certaines choses qui se font de manière instinctive. Des fois, on n'a pas besoin de réfléchir. Je veux dire, je n'ai pas besoin de réfléchir de l'approvisionnement. Pour moi, c'est naturel. Tu sais, c'est naturel que je vais aller voir les maraîchers autour de moi. C'est naturel que le poisson soit sourcé de manière éco-responsable, etc. Ou peu importe. Pour moi, c'est juste instinctif, c'est juste naturel. Je ne me pose pas de questions. Mais je m'assure que, évidemment, ça soit en ligne avec mes valeurs. Tu te considères quoi? Chef gastronomique, militant, entrepreneur? Je t'ai parlé même d'anarchie parce que dans tes approches, il y a quelque chose d'anarchique. C'est quoi? Citoyen? Tu te définis comment? Parce que c'est quand même assez atypique ton parcours de vie. Ouais. Et puis aussi où on est aujourd'hui. Je me définis peut-être comme un passionné. Tu sais, je suis très passionné du métier, de l'éthique aussi, l'éthique de ce travail-là. Après, oui, comme un artiste aussi, parce que j'ai une expression artistique. Complètement. Ouais. À travers les plats, c'est aussi quelque chose pour moi, c'est question des fois d'exprimer c'est carrément une expression artistique toujours. Puis chaque assiette, je réfléchis comme si c'était une œuvre d'art dans ce style-là. Pour moi, ça doit être beau et bon. Après, je crois pas que je suis militant. Je milite pas nécessairement, mais par exemple, je peux jouer un rôle d'influenceur. À travers l'écosystème ici, les gens, les liens qu'on fait, peut-être ça peut influencer des personnes à avoir les mêmes pratiques que nous, ou de reconsidérer au moins leurs pratiques. Quand on reçoit des restaurateurs ici, ils disent « Ah, vous achetez pas chez des grossistes ou peu importe. » Non, c'est comme non, c'est vraiment une relation qu'on fait. C'est du mutualisme qu'on fait avec les maraîchers, c'est ça. On fait des sélections de semences. On dit on va utiliser tel légume, on a besoin de telle chose. Donc il y a ça. Puis ça permet d'influencer les autres dans le bon sens, tu sais. Et d'ailleurs, vous êtes ouvert exprès les dimanches et lundis pour accueillir aussi des gens de la restauration. Exact, oui. C'est une décision qu'on a prise, puis ce qu'on a réalisé, c'est que le dimanche et le lundi, pas mal tous les restaurants sont fermés. Donc, les restaurateurs, ils ont off. C'est leur journée off. Donc, souvent, on se ramasse en salle à manger avec le chef d'un tel restaurant, la sommelière d'un autre, puis des fois, le monde se connaît. Même entre Montréal et Québec, ça fait des drôles de dimanche, lundi. Je voulais qu'on aille dans le terreau, puis j'aimerais qu'on comprenne déjà on est où. Ouais. C'est quoi ici? Donc ici, c'est une auberge qui ça fait environ 25 ans qui existe, qui a été construite par Louise et Jean-Marcel. Jean-Marcel, littéralement, il a tout construit A à Z autour d'un petit chalet. Je pense qu'on pourrait aller voir plus tard. En fait, le salon, c'était le chalet, et tout autour, l'auberge a été construite. Jean-Marcel a tout construit, qui est en fait Jean-Marcel et Louise, c'est les parents de mon associé, Nicolas. Donc, on a racheté à ses parents après 25 ans parce qu'eux voulaient prendre leur retraite, etc. Ils voulaient avoir aussi une certaine forme de passation. Puis c'était vraiment sur un coup de tête, en fait. Là. Nicolas est venu me voir une journée, puis en fait, après une soirée arrosée. Puis il m'avait dit mes parents veulent vendre l'auberge, ça serait cool de faire quelque chose là. Puis là, j'étais comme, ben oui, ça serait cool de faire ça, parce que je connaissais l'auberge, tout ça. Puis je cherchais justement un projet, parce que la ville, je voulais revenir un peu en région, je voulais être proche justement des producteurs, etc. Puis j'ai dit, ben oui, go, on monte un projet. Donc on s'est assis, on a commencé à monter. Au début, on voulait fonder une coopérative de solidarité ici. Après, de fil en aiguille, conseils, etc., finalement, ça allait bifurquer. On a après, on a monté une équipe pour être incorporé. Il y a eu la COVID qui est arrivée. Ça nous a permis quand même de pouvoir prendre notre temps pour bien monter un projet puis d'être prêt à la fin. Ouais, parce que c'était tellement incertain, en fait. On peut pas se lancer un restaurant quand tous les restaurants sont fermés, tu sais. Non, mais complètement. Pas le droit d'y aller, mais c'est ouvert. Mais d'ailleurs, le fait que vous ne soyez pas une coop, je sais qu'on en avait déjà parlé, puis je voulais y revenir aussi à un moment donné sur tout ce qui est économie sociale et solidaire. Vu que tu en parles, je me dis,
allons-y maintenant, même si je vais revenir plus sur le lieu après, mais pourquoi ne pas faire partie de l'économie sociale et solidaire quand on est 4 propriétaires, donc quelque chose de commun, qu'on veut travailler dans le local, qu'on a toute une réflexion autour des employés et du bien-être employé? Ben parce qu'on s'est dit, c'était beaucoup par rapport à un peu cette charge, c'est pas une charge bureaucratique, mais une gouvernance qui est un peu... On jugeait que des fois, c'était trop, peut-être lourd, mais ça, c'était juste notre point de vue. Et on a eu aussi des gens en coopérative qui nous ont dit, faites-le pas. Vous pouvez avoir une direction beaucoup sociale tout en étant incorporé, avoir des pratiques. Après, c'est notre entreprise, notre contrat d'entreprise, c'est nous qui donnons la direction qu'on veut. Et on pouvait avoir des... justement, on est une entreprise complètement atypique parce qu'on ne suit pas un peu les normes d'autres types de restaurants ou tout ça. Juste, par exemple, dans notre répartition de pourboire, dans les salaires, etc. Juste ça, en dit long sur cette équité qu'on veut aller chercher. Et d'ailleurs, ça se passe comment? Je voulais te poser un peu des questions aussi sur votre côté, parce que pour moi, vous avez comme 3 niveaux. Vous avez le côté employé, le côté client et le côté fournisseur. Puis dans les 3, vous avez une sphère sociale. Donc je me dis, tant qu'à faire, on y est. Ça se passe comment avec les employés alors? C'est quoi votre politique? Ça se passe super bien parce que je pense que ce qui est important, c'est justement les employés se sentent... Ils font partie de l'écosystème, mais ils font partie d'un tout. Donc ils voient, on le dit à la blague, on est tous des aubergistes. Mais on est tous des aubergistes. C'est ça. Puis il y a une entraide, je veux dire, les cuisiniers font du service, les serveurs viennent dans la cuisine, ils font de la plonge. Il y a comme vraiment une circularité qui se crée d'entraide et de support, en fait. Parce que justement, en termes de hiérarchie, il y a des rôles. Toi, tu es le chef du gastronomique, tu aides à créer les plats. Mais à côté de ça, des fois, tu es l'aide cuisinier à la cuisine? C'est ça, exact, en support, où je fais de la plonge. C'est quand même assez atypique. C'est atypique, mais j'ai l'impression ça se voit de plus en plus, cette façon de faire, ou qu'il y a eu un peu de comprendre toutes les réalités. Des fois, je fais de la pâtisserie, des fois, je fais ci, des fois, je lave les vitres. Je veux dire, il y a des choses à faire. Oui, je pense. Donc, puis l'équipe aussi, c'est un peu la même chose. Des fois, naturellement, il y a des choses qui se placent comme telle personne préfère faire tel type de préparation. Cette personne préfère faire la boucherie, mais elle peut faire... Tout le monde, des fois, fait un peu de boucherie, mais finalement, naturellement, c'est comme le rôle d'un, parce qu'il aime vraiment ça, la faire. Donc, c'est comme ça devient un peu son mandat. Mais ça peut ne pas être son mandat non plus. Et avoir une rotation autour de la prep. Donc, c'est ça. Ouais, tu dis naturellement, mais en fait, c'est que vous permettez qu'il y ait cette culture possible. Ouais. Puis en termes d'ego, toi, ça va? Parce que je veux dire, non, mais c'est vrai, parce que ce genre de position, ça fait que ça... Ouais, moi, en termes d'ego... J'ai pas... Je m'en fous. Ouais. Et donc, tu disais par rapport au pourboire et tout ça, vous avez une mentalité... Je crois que les gens sont assez bien payés ici, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est ça. Puis les pourboires, vous répartissez d'une façon qui se fait pas ailleurs. Non, parce qu'on a eu la chance de pouvoir faire une convention de pourboire qui a été extrêmement difficile à réfléchir. Pour que ça soit justement le mieux séparé possible. Donc, on est arrivé avec un scénario où que, finalement, tout le monde fait le même taux horaire. Tout le monde fait le même... Donc, si tu as travaillé 10 heures, on prend tout l'ensemble des heures et on sépare le pot de pourboire qu'on a en termes d'heures qui a été fait. Donc, ça fait que chaque personne touche le même taux de pourboire à l'heure. En fonction, j'entends, quelque chose d'équitable en fait. Exact. D'essayer d'être plus équitable que juste la façon normale que le serveur a beaucoup, la serveuse a beaucoup, puis les cuisiniers derrière ont moins. Exact. Ouais. Puis, je sais aussi que vous travaillez votre question de prix pour le client, parce que souvent on dit que c'est inaccessible une cuisine gastronomique.
Puis vous essayez de la rendre la plus accessible possible. Oui, mais évidemment, c'est ça qui est un peu... ça devient un enjeu. Maintenant, tu sais, après, c'est... Qu'est-ce qui... Parce que moi, je la considère pas accessible. Je pense pas que c'est une cuisine... Ah ben, ça reste cher, mais... Mais elle n'est pas accessible pour tout le monde. Mais au contraire, tu sais, on veut... Tu sais, il y a justement un juste milieu à aller chercher où on veut que ça soit le plus accessible possible, mais on comprend qu'on fait une cuisine pour des gens qui ont certains privilèges ou certaines aisances financières, tu sais, parce que ça reste de la gastronomie, c'est quand même 100 $ pour un repas. C'est pas... faut venir à l'évidence que c'est pas une cuisine qui est accessible. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'avec notre deuxième restaurant, parce qu'on a le comptoir, la buvette, donc là, on va avoir des plats qui sont beaucoup plus abordables pour que des gens peuvent venir se nourrir à un prix qui est moins... Parce que, je veux dire, notre prix est justifié par... je veux dire, on est 5-6 cuisiniers, on est 5-6 serveurs pour servir 30 couverts, donc faut que ça soit périn économiquement. Quand on a commencé à réfléchir le projet, à projeter, à visualiser où qu'on allait ensemble, on a eu justement c'est là qu'on a eu nos débats, nos conflits, nos ci, nos ça, puis qu'on a pu avancer ensemble, puis être capable de visualiser, puis à projeter. Donc, une fois que l'entreprise a été lancée, l'acquisition a été faite, ça a été très... Ça l'a coulé parce qu'on avait... Cette vision-là a été construite en amont. Vous êtes 4 amis à la base? C'est quoi le... 4 amis à la base. Étienne, Nicolas, ils ont grandi ici au village. Ils sont allés à la maternelle à la Tortue des Bois. Ils ont grandi. Moi, je les ai rencontrés à la fin de secondaire, début cégep. Puis après, on s'est suivis. On a tous déménagé à Montréal ensemble. Puis Étienne a développé une expertise en service, en sommellerie. Okay. Nico, lui, en comptabilité, en gestion. Il a fait sa maîtrise en économie. Et puis, il y a Florent. En fait, Florent, c'est celui qui a apparu dans le projet, qui est... tu sais, quand je disais que il y a 5 ans, les parents de Nicolas nous ont permis de mettre les pieds, d'être opérant, moi d'être chef en fait. Donc j'étais tout seul ici. J'ai fait une été, j'étais seul. Juste pour voir si l'environnement me plaît, etc. Et puis Florence a été un des premiers clients de la première semaine quand j'étais là. Okay. Puis il est tombé en amour avec la cuisine. Il était comme, mais qu'est-ce qui se passe ici? Nanana. Puis j'ai parlé du projet, il était comme, ouais, mais ça c'est fou. Et il nous a écrit la semaine d'après, il nous a dit, j'aimerais, genre, ça fait comme une semaine, je peux regarder dormir, j'ai besoin de vous parler. Il habitait à Montréal à l'époque. Venez me voir. Fait que moi puis Nico, on est allé voir Flo. Il était comme, genre, ça me parle vraiment, le projet, je veux embarquer. Ben, c'est ça, c'est qu'on a chacun notre carré de sable. Moi, la cuisine, évidemment. Nico, la gestion, la comptabilité. Étienne, la sommellerie, maître d'hôtel, l'hospitalité. Et il y a Flo qui s'occupe de nos projets connexes, comme par exemple le comptoir. Le comptoir, c'est le bébé de Flo. Il est rentré on pourrait aller voir le comptoir, il est rentré dans le comptoir, c'était un gros débarras, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Puis là, aujourd'hui, Flo a fait un restaurant qui a aucun sens, en fait. C'est magnifique. Oui, donc c'est comme il a un gros carré de sable, en fait. Un gros carré de sable. Il a monté un restaurant à côté que vous avez... Ouais. Puis un comptoir qui devient aussi... ça devient un lieu de rassemblement pour... Je veux dire, la clientèle, elle est très, 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 très locale. C'est les gens de Saint-Mathieu. C'est un peu... Puis c'est ce qu'on voulait créer comme entité. Avec la table gastronomique, c'est vraiment, tu sais, pour une expérience célébrée. T'sais, souvent, c'est pour des anniversaires, pour des moments vraiment à souligner. Et ben, le comptoir, c'est des gens, ils viennent 3 fois par semaine. Ils viennent célébrer aussi, mais c'est plus communautaire. Ouais. C'est plus, et c'est là qu'on fait des shows d'humour, des spectacles de musique, plein de choses qui se passent dans le comptoir qui devient très ancré dans la communauté, ancré à Saint-Mathieu. J'ai quand même une question, parce que là, tu viens de me parler de 4 gars qui ont monté. Moi, dans mon cliché, nourriture, gastronomie, patriarcat, on met des hommes. Je te connais quand même assez ouvert. Ouais. Tu penses quoi du fait que vous soyez 4 gars chefs
chef d'entreprise, je parle. On est 4 gars, mais encore une fois, je veux dire, ça a coulé comme... C'est juste la vie qui est enlignée comme ça, mais c'est drôle parce que la chef de cuisine, en fait, techniquement, c'est Maxime, c'est une femme. Et la chef du comptoir, du deuxième restaurant, c'est Jana, c'est aussi une femme. Donc, les deux personnes en position un peu plus autoritaire, même, à mon sens, plus autoritaire que moi, c'est deux femmes. Puis, ils sont encore là, c'est arrivé... j'aime beaucoup dire justement de manière organique, là, mais c'est ça, c'est arrivé de manière organique. J'avais travaillé à l'époque avec Maxime à Montréal quand j'étais chef chez l'épicier. Puis maintenant, elle travaille avec moi, ça fait 3 ans, puis c'est elle qui gère la cuisine. Ouais. C'est ses atouts, tu sais, c'est surtout ça. C'est ses atouts qui, comme organiquement, et elle a une position avec ces responsabilités-là. Enfin, c'est des enjeux structurels, là, ouais. Donc c'est comme complexe. Puis je voulais aussi venir aux fournisseurs. Je sais que vous travaillez beaucoup votre relation avec les agricultrices et les agriculteurs du coin. Ça se passe comment? Je sais que quand on s'est rencontrés la première fois, tu me parlais de cuisiner des fraises vertes. Ouais. À l'époque, tu travaillais avec un maraîcher qui faisait des fraises dans les Laurentides. Ouais. Alors, toi, c'est quoi ton approche? Tu te dis, il y a qui autour et qu'est-ce qu'on peut faire? Exact. Quand je suis arrivé à l'auberge, j'ai vraiment dressé toutes les fermes, les producteurs, que ce soit des producteurs de produits carnés, que ce soit des produits maraîchers, que ce soit des trucs aussi un peu plus pointus, comme des huiles de noix ou des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment comme dressé gros portrait, puis j'ai fait des téléphones. Je les ai tous appelés un par un. Non. Puis après, il y en avait qui c'était plus facile, il y en a qui sont devenus des très bons amis. Et moi, par exemple, qu'est-ce qui me dérange, pas qui me dérange, mais ce que je trouve difficile, c'est que je réalise que c'est un milieu tellement précaire. Puis, depuis le début, ici, en 4 ans, 5 ans, que je développe des relations d'affaires avec des maraîchers, il y en a 4 qui ont fermé leurs portes. Il y a 4 fermes qui ont fermé. Ouais. Puis après, c'est tout le temps de recommencer un peu à zéro, mais j'ai tellement de la peine pour eux. Tu sais, la ferme du garde-manger, elle a fermé. Chouette-Lapointe, ça l'a fermé. Les potagers sauvages, c'est fermé. Puis c'est tous des gens qui deviennent proches des amis, puis sont comme, on n'y arrive plus. Puis nous, on veut les encourager le maximum, puis on veut être là, puis on veut qu'il y ait un mutualisme. Puis là, c'est encore là, maintenant, prendre racine avec Alex, le futur est incertain, je veux dire. Après, je dis comment qu'on peut aider pour justement que tu sois périn dans ton projet. Parce que c'est tout le paradoxe. Je sais qu'on avait parlé une fois du fait que ces gens-là produisent les carottes qui vont se retrouver dans vos assiettes, puis ils ne peuvent pas se les payer. En fait, ils ne peuvent pas se payer les plats que vous faites, quand on le prend comme ça, mais donc il y a comme un rapport très particulier. Tu vis comment ce paradoxe? Puis après, je veux qu'on vienne quand même sur ces questions de système alimentaire et de chaîne alimentaire, parce que c'est aussi pour ça que ce balado existe, pour qu'on se jase de ce genre d'affaires. En fait, tu sais, moi, je bien comprendre ta question, évidemment, parce qu'ils font pas de sous pour pouvoir se permettre ça, mais moi, de la manière que je le vois beaucoup pour eux, c'est qu'ils doivent comprendre qu'ici, on a une vitrine pour leurs produits. Tu sais, on est ici pour sublimer leurs produits, pour les faire connaître, pour comme que les gens et cette sensibilité-là, de dire « OK, ça a été poussé par un tel », il y a un visage en arrière du produit. Et ça, c'est important, puis c'est important de le comprendre autant quand tu le travailles, le produit, que quand tu le manges. C'est tout bête à dire, mais mettons, par exemple, à Montréal, quand il y a un grossiste qui arrive puis que tu as une poche de carottes, c'est une poche de carottes, tu sais, je veux dire. Maintenant, c'est en arrière de la carotte, il y a un visage. Ouais. Tu sais, il y a Alex là, ou Annecy, ou peu importe qui, mais il y a un visage en arrière du produit. Et c'est un peu ça qu'on essaie de véhiculer un peu à l'auberge, c'est qu'en arrière de ces produits-là, il y a des gens, tu sais, il y a des humains. Dans la chaîne alimentaire, justement dans la chaîne du système alimentaire, est-ce que c'est le gros maillon que vous voyez fragile? Parce que vous êtes vraiment à la fin de cette chaîne de système alimentaire. Ouais. T'en vois d'autres, des maillons fragiles? Non, c'est pas mal un des maillons les plus fragiles que je vois, mais je vois aussi c'est qu'ils n'ont pas d'aide, surtout. Et je vois une différence entre
des nanoproducteurs versus les macros. Je crois que les macros, ça va bien, ils sont capables de... Mais ceux qui sont très, très petits ont pas de pérennité. Quand tu parles de macro, tu parles de conventionnel ou rien à voir? Tu parles Non, de quelle taille en fait? Mais vraiment d'avoir un certain volume, tu sais. Ouais, ok. Un certain volume ou que je crois même que je connais pas en fait, mais il y a des aides pour un certain volume ou un certain chiffre d'affaires ou un certain ou des subventions pour que les petits n'ont pas accès nécessairement. Oui, parce qu'il y a aussi une aide, quand c'est de l'aide matérielle, etc., selon la taille de ton entreprise, Ouais. tu vois, c'est pas la même chose de mettre des serres ou... Oui, il y a des aides financières pour du moyen, gros volume, ouais, c'est vrai. En réalité, pour du petit aussi, mais... Et je sais que, justement, donc, vous travaillez avec plusieurs productrices et producteurs locaux. Tu me disais qu'il y avait la coop La Charrette qui, elle, fonctionnait bien. Pour le coup, tu as un modèle qui fonctionne bien. Puis vous allez vous fournir directement chez eux, en fait. Oui, exact. Ils viennent nous livrer. Ils sont à côté. Ils sont environ même pas 10 minutes d'ici. On dit coop La Charrette, mais techniquement, ils ont déménagé. Donc maintenant, ils sont rendus à Saint-Élie-de-Caxton. OK. Ouais, puis une énorme installation. C'est assez impressionnant à voir. Ils font du culture bio-intensive, un peu sous le modèle style ferme des 4 temps. Ils sont plusieurs aussi. C'est toutes des petites familles. Tout le monde travaille. Je pense que le modèle coopératif pour eux, puis d'être capable de faire un certain volume, a très bien fonctionné. Et puis à côté de ça, je sais que vous accompagnez aussi un petit peu d'autres fermes. Je sais que c'est le cas en ce moment avec une ferme que vous essayez de soutenir, puis vous donnez du temps alors. Ouais. Alors ça se passe comment? C'est quoi cette affaire de donner du temps? Depuis quand les restaurateurs font ça? En fait, quand j'ai demandé, parce qu'on veut les aider, quand je demande à Alex, quand tu as besoin d'aide, quel type d'aide? En fait, c'est des bras qu'il a besoin. Donc, on envoie des cuisiniers. Moi, j'y vais. On a un calendrier, les journées qu'on veut y aller en bénévolat. Des fois, ils nous donnent des légumes en échange. Puis ça nous fait ultra plaisir, ça nous permet de voir d'autres choses, puis d'être vraiment en relation avec encore plus avec le produit. Parce qu'après, quand tu as vu toutes les étapes jusqu'à le recevoir en cuisine, jusqu'à être rendu à le cuisiner, tu n'as pas la même relation avec le produit. Donc c'est important. Les cuisiniers sont allés. Max, il va vraiment souvent parce qu'elle adore faire du jardinage, du maraîchage. C'est un peu plus que du jardinage, c'est pas juste faire pousser 2 plants de tomates. Et en fait, ça se passe comment? Ils sont rémunérés par l'auberge pour ça? Vous payez partiellement? Ça se passe comment? Oui, en fait, au départ, ils étaient rémunérés sur le temps de l'auberge, mais maintenant, on a fait... c'est du temps que eux donnent en bénévolat. Ouais. OK. Oui, parce que je me dis, c'est un sacré coût quand même. Oui, c'est ça. Mais structure. justement, nous, on a senti que peut-être que... Mais c'est vraiment sur base volontaire, et puis maintenant, ça se fait... Ça se fait bien parce qu'ils prennent part à... Et puis ils sentent aussi qu'ils font une différence et que ça l'aide vraiment. Donner 3 heures à la ferme, c'est déjà juste passer tondeuse ou débroussailler ou désherber, c'est un 3 heures que Alex n'a pas à faire lui-même, qui est d'une très grande aide. Puis Alex, c'est ça, il a une production qui ressemble à... quelque chose de très agroécologique, permaculture, petite surface. Puis il vous fait des produits, des produits spéciaux en fait pour ici, c'est ça. Hein? Comme quoi, par exemple? Beaucoup dans les fleurs. Alex nous fait des fleurs de spécialité où, évidemment, moi je suis capable de lui dire, moi j'ai besoin, par exemple, d'une rabiole de cette taille-là, exactement. Donc je suis capable de lui dire, donner un calibre. Ou les fraises vertes, par exemple. Je lui dis, récolte-moi des fraises immatures. Donc, il y a une relation aussi que je peux lui demander de faire des choses personnifiées. Mais ça va au-delà de ça. C'est même aussi les sélections de semences. Donc, vraiment, comme on s'assoit. Puis après, il y a aussi une certaine forme d'engagement. Quand je dis à Alex, regarde, plante-moi telle chose, moi, je m'engage à tout prendre. Comme par exemple le piment habanada. Il m'a dit, OK, parfait, je vais le planter, mais puis moi, j'ai dit, moi, je m'engage à tout acheter ta production. La même chose avec les melons brodés.
Donc justement, il vient nous livrer demain, il va arriver avec plein de melons brodés, mais moi, c'est un engagement que j'ai fait avec lui. C'est comme, en fait, mais je te prends tout. Ouais. Donc vous mutualisez la prise de risque aussi autour de ça? Exact, oui. Oui. Puis des fois, évidemment, après, il connaît sa terre, puis je pense qu'on n'a pas été exposé à vraiment un produit qui n'a pas fonctionné. Oui. Il arrive à sortir. Il gère quand même son truc. Oui. Il y a eu d'autres étoiles vertes cette année aussi, de d'autres restaurants. Les deux sont en lien directement avec une ferme où ils sont eux-mêmes producteurs, c'est ça? Non, il y en a un, c'est en ville. Il y en a une, c'est à Québec, qui s'appelle Alentour. C'est ça. Et puis eux, ils ont le mandat ils vont se sourcer dans un rayon de 100 km. Tout. Quoi qu'il arrive. Oui. OK. Dans leurs produits. Même le vin. Et puis, il y a Espace Old Mill, que eux, c'est une ferme. Donc, ils produisent leurs légumes. C'est ça. Et c'est quelque chose que vous envisagez, de vous dire, finalement, si on perd nos producteurs, on pourrait produire nous-mêmes? Envisager... Des fois, tu sais, quand je parle des choses qui arrivent de manière organique, peut-être que ça peut arriver. Oui, on est capable de le visualiser, mais ça nous prend quand même l'individu qui va pouvoir porter ce mandat-là. Puis le champ des possibles, c'est notre direction. Évidemment, ça ferait du sens. Ici, c'est sûr qu'on est un peu limité dans notre... Mais si un acteur qui débarque et dit « Moi, c'est ça, je veux m'épanouir en faisant une petite terre, nanana », on va faire « OK, on va aller dans ce sens-là. Parce que ça fait du sens pour nous d'aller dans ce sens. Et en même temps, en travaillant avec des producteurs locaux, vous les aidez beaucoup plus peut-être que d'avoir ta propre ferme. Mais après, je veux dire, on va jamais être autosuffisant. C'est sûr que non. Donc on va quand même si on produit nos propres choses, on va quand même continuer à acheter d'autres choses chez d'autres personnes, en fait. Oui, c'est sûr. Donc c'est quelque chose qui pourrait être aussi envisagé. Tu peux nous dire, c'est quoi une étoile verte? C'est quoi les critères de recevoir une étoile verte? J'ai essayé de comprendre, mais ce que j'en comprends, c'est vraiment de récompenser la gastronomie qui a une vision qui est durable, et avec une éco-responsabilité. Nous, je pense aussi à une chose que, oui, l'assiette, oui, les producteurs, tout ça, mais en fait, la majorité de ce qui est fait à l'auberge, en termes de meubles, nos tables, notre poterie, c'est que des artisans locaux, même les œuvres d'art qu'on a sur les murs. Et en plus, notre ébéniste, c'est un artisan récupérateur. Donc, il reprend que du bois récupéré, je peux vous montrer, mais on utilise beaucoup la tôle rouillée. Il fait nos luminaires avec ça. C'est que des trucs récupérés. Je veux dire, il y a des choses qu'on a achetées. Je veux dire, c'est pas récupérer le parasol, mais dans notre démarche, dans les bases de lit, les meubles. Donc, quand on fait faire des choses, on garde ça en tête. Puis, l'auberge en soi, Jean-Marcel a récupéré du bois des estacades pour bâtir autour de l'auberge. OK. Donc, il y avait ça aussi qu'on voulait continuer à cultiver, de cette récupération-là. Maintenant, j'ai une nouvelle céramiste, une potière, Marie, qui va faire toutes les glaçures de notre vaisselle avec les cendres de notre foyer et les cendres du four à bois qu'on a au Parc national. Donc, on va tout récupérer les cendres pour... Donc, c'était aussi ça, de réfléchir de comment, dans la récupération. Donc, il y a un mélange entre l'art, la performance, ce que j'entends, et l'exploration, parce qu'on s'entend que là, on donne des exemples où on voit bien que, en tout cas, je sais pas, je me dis que c'est pas tous les restaurants qui vont commencer à faire leur glaçure, glaçure, on dit ça avec des cendres qui viennent d'à côté. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'exploratoire. Oui, aussi, ouais. D'une démarche aussi, tu sais, c'est vraiment comme... c'est une démarche qu'on veut encourager. Et la même chose aussi, ce que je pense aussi qui a beaucoup aidé pour l'obtention de l'étoile verte, c'est évidemment le deuxième restaurant où on essaie de maximiser le potentiel des produits alors qu'il n'y ait pas de gaspillage. Tu sais, évidemment, ici à l'auberge,
Je vais prendre l'exemple du poisson parce que c'est assez simple à comprendre, mais quand on lève les filets, évidemment, on fait un bouillon, on fait ça avec les arêtes, etc. Mais nous, on portionne. Donc, on va portionner des beaux morceaux de poisson. Après ça, avec les retailles, on les garde, on les conserve, on l'envoie, on les donne à Jana au comptoir. Elle va faire une farce pour une pâte, par exemple. Donc, on va récupérer ces retailles-là, même les retailles de légumes, le verre de poireau. On utilise, par exemple, le blanc de poireau, elle va prendre le verre, elle va faire une huile, elle va faire une vinaigrette. Tout est utilisé et c'est comme ça, c'est en relation, les deux entités, le restaurant gastronomique, ça. Des fois, on arrive avec le même produit, les plures de patates, puis boum, elle l'utilise d'une autre façon, tu sais. Mais parce que dans un resto gastronomique, on a beaucoup de gaspillage. J'ai toujours dans ma tête qu'un resto, ils savent vraiment bien, justement, éviter le gaspillage. Non, il y a beaucoup de gaspillage parce que il n'y a pas de temps infini. On n'a pas le temps de pouvoir... des fois, la gestion de gérer des parures, de mettre de la mise en place, de pouvoir transformer ces parures-là, ça prend du temps, tu sais. Souvent, on a, en restauration gastronomique, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai entendu des histoires d'horreur là, de garder les poitrines puis jeter les cuisses de canard, par exemple. Ah oui. Juste parce qu'il n'y avait pas le temps de gérer ça. Puis ça a été nommé, ça, je pense que c'était le Eleven Madison Park qui faisait ça à New York. Ça a été comme un peu un scandale. Ah oui. Puis après, ils ont changé leur pratique, mais ils ont quand même fait ça, tu sais. Je vais rester sur l'idée des étoiles parce que je ne connaissais pas l'étoile verte avant que vous l'obteniez. Puis je la trouve intéressante. Puis, par contre, dans les médias, on a vu que c'est les autres étoiles qui ont été mises vraiment en avant. Est-ce que c'est comme moins bien d'être une étoile verte? C'est quoi le... Je sais pas. Pourtant, j'ai l'impression que c'est de la gastronomie, ajouter des contraintes parce que tout ce qui est socio-écologique, c'est plus contraignant. Pour moi, c'est mieux, en fait. Là. Et puis, tu sais, quand on savait que le Michelin arrivait, là, ça l'a donné que ça l'a tombé la première année, mais on en a parlé, c'était quand même un but à aller chercher, d'avoir cette distinction-là, comme l'étoile verte au moins, cette mention-là. Peut-être pas cette année, pas l'autre, mais on se disait, on aimerait ça, aller chercher cette étoile-là. Donc vous êtes bien plus content d'avoir la verte qu'en d'avoir une tout court. Exact, oui. Mais en tout cas, pour nous, ça fait plus de sens. Après, il y a comme un truc... Moi, au début, quand j'ai appris ça, puis que j'ai vu qu'il y a des restaurants qui ont des pratiques encore plus marquantes, plus poussées, qui n'en ont pas eu. Alors là, je me suis dit, c'est bizarre un peu, tu sais. Là, j'étais un peu en mode imposteur, tu sais, comme pourquoi nous, mais pas eux? Si nous, on en a une, pourquoi après, je veux dire... Mais j'imagine qu'il y a aussi le côté qualité gastronomique. Puis en même temps, ce qu'il y a, c'est que tu me parles d'environnement, mais tu me parles aussi... On a parlé beaucoup de social, quand même, toute cette vision sociale. Pourquoi les autres restaurants ne fonctionnent pas comme vous? Je sais pas. Mais il y en a qui fonctionnent comme nous, puis il y en a même qui font mieux que nous et qui sont encore plus poussés dans leur démarche. Même sociale à l'intérieur. Même sociale, oui. Donc oui, il y en a des moins bien, il y en a des comme nous, puis il y en a qui font mieux. C'est comme ça. Puis... Et tu penses que c'est l'avenir ou pas vraiment? Tu sais, ce côté écologique, on en parle de partout, puis... Moi, je pense que c'est l'avenir parce qu'il faut avoir des pratiques durables. En fait, la pérennité vient de la durabilité. On a besoin d'avoir des... Autant sur le plan... autant sur le plan économique que sur le plan humain. Tu sais, de cultiver aussi... un truc de cultiver l'épanouissement dans un sens, là, tu sais. Les personnes qui sont en cuisine, qui sont en salle à manger, ils font ça parce qu'ils... Ils aiment ce qu'ils font, tu sais. Donc, et puis ils se sentent bien, puis ils veulent évoluer ici, puis c'est ce qui nous touche aussi, puis qui dit, on a l'impression de faire les bonnes choses, c'est aussi le taux de rétention. Tu sais, un taux de rétention qui est pratiquement de 100%, tu sais, que les gens rentrent ici, ils sont bien, ils restent. Donc, ça aussi, ça nous... on se dit, peut-être qu'on fait bien les choses, tu sais. Oui, ça, c'est quand même gage d'un fonctionnement sain, là, c'est sûr. Et je voulais aussi te demander, est-ce que tu considères que vous faites de la gastronomie boréale?
Puis, comment tu nommerais ta gastronomie? Je te vois regarder comme... Non. T'en as marre que je te demande de définir Parce que c'est des pas, choses. Hein? C'est tu sais, il va y avoir des produits boréales des fois. Moi, je pense que c'est un peu plus une gastronomie du moment présent. Ah, OK. Donc, c'est une gastronomie vraiment où que, justement, on va utiliser les produits qu'on va avoir sous la main au moment présent. Et c'est des choses qu'on a envie de manger aussi dans le moment présent. Quand c'est le temps des fraises, quand c'est le temps des asperges, quand c'est ça que tu as le goût de manger, tu es beaucoup plus dans la fraîcheur. Après ça, à l'inverse, à l'hiver, quand c'est beaucoup plus de légumes racines, beaucoup plus de réconfort, beaucoup plus de bouillon, beaucoup plus de chaleur. Et donc, c'est d'une saison à l'autre, ou même d'un mois à l'autre, on passe vraiment sur... mais c'est un ancrage dans le moment présent, j'ai l'impression. C'est plus ça. Une gastronomie du moment. Ça existe ce concept ou c'est comme... Non, mais parce que souvent on pose puis je comprends, puis on étiquette les choses, mais avec de la réflexion, je suis arrivé à dire que c'est vraiment la gastronomie du moment présent. Je sais pas si ça existe, je pense que j'ai jamais entendu ça. Le côté saisonnalité, donc la saisonnalité, on est complètement là-dedans. Exact. Après, il y a vraiment le côté que dans ma tête, il n'y a pas vraiment encore de grand terroir québécois, il n'y a pas encore de grande gastronomie québécoise. Je vais me faire peut-être allumer en disant ça, puis je vais me faire critiquer, mais c'est pas grave. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment en train d'aller là-dedans. Et tu vois, quand on a monté le balado, j'ai décidé que ça s'appelait Terroir fertile. Parce que dans plusieurs projets qu'on accompagne, chaque fois que j'ai voulu mettre le mot terroir, tu sais, dans des communautés nourricières, etc., on me dit non, mais les gens, ils vont pas comprendre. Et en fait, c'est un mot qui est visiblement trop nouveau dans le vocabulaire québécois. Puis, pour moi, le terroir représente le moment présent, la saisonnalité, le local. Oui. Justement, le lieu, le moment T un peu. Tu sais, je veux dire, la morée, ça dure 3 semaines. Il y en a, mais il y en a juste pendant, tu sais, justement, à des endroits donnés, tu sais, spécifiques, localement, tu sais. Puis quand il y en a, on va les utiliser, tu sais. Puis on va les mettre en valeur. Tu vas en forêt quand même? Vous allez cueillir des épices? Je dis toi, je sais pas, j'ai décidé que toi tu y allais. Non, mais on y allait beaucoup, surtout dans les premiers temps. Là, on manque de temps, puis on a des personnes qui sont des cueilleurs qui viennent, puis on les encourage, puis on achète leurs choses, puis c'est Guy Milo ici au village, puis c'est Oli, puis ils vont... Des fois, on va avec eux, des fois quand on a le temps. Cette année, je suis allé 2 fois au Chanterelle. Ouais, c'est ça. Hein. Mais on manque de temps. Après, il faut choisir nos combats. Là. C'est sûr que ça, c'est pas possible de tout faire. Et pas de viande de chasse. On n'a pas le droit dans les restaurants. On n'a pas le droit au Québec, non. C'est ça. Pas encore. Mais on travaille sur un projet de loi avec... je suis sur un organisme qui s'appelle la Table Ronde, qui, justement, qui est pour l'essor de la gastronomie durable. On est environ une centaine de membres à travers le Québec. Puis c'est, par exemple, à travers la Table Ronde qu'on a voté pour l'avenue du Guide Michelin. Donc, on a été consulté. Et puis là, maintenant, on travaille sur un projet de loi sur les viandes de chasse. Donc, on va, avec le ministère de la MAPAC, etc., on va s'enligner pour permettre la trappe du castor, qu'on puisse la vendre en restauration, que ça soit réglementé, et le rat musqué. Donc, ça va être les 2 premières pilotes, voir comment que ça se passe, comment que... Et par rapport à certaines plantes, genre l'ail des bois, vous avez le droit de le... Ça se passe comment? Il y a aussi des plantes réglementées, parce que rares, etc. Le bulbe de l'ail des bois, par exemple, on a le droit à 50... On n'a pas le droit de le commercialiser, on a le droit à 50 bulbes par personne. Ouais. Mais la feuille, il n'y a pas de réglementation par rapport à la feuille. Puis après, les cueilleurs, c'est aussi des cueilleurs conscients de qu'est-ce qu'ils font. Qui sont en respect avec, en tout cas, les cueilleurs avec qui je fais affaire, pour moi, c'est important. Donc, quand ils m'amènent du verre d'ail des bois, ben je le sais qu'il n'a pas tout pris à la même place. Tu sais, il va prendre dans des tales différentes. Exact. Ouais, OK. Je voulais aller un petit peu vers la fin, puis je me dis, c'est quoi dans ton métier qui est complètement un angle mort pour monsieur et madame tout le monde, puis que tu penses qu'on devrait toutes et toutes être au courant pour avoir plus de conscience de ce qui se passe en termes d'alimentation au Québec? Ben moi, je pense un des angles morts, par exemple. Ben, il y en a plusieurs, mais il y en a un que comme
c'est, tu sais, justement, quand on parlait d'accessibilité du coût du plat. Alors, souvent, les gens, mais moi, ça me fascine, mais quand ils voient que le menu est à 100 $ par exemple, mais j'ai l'impression que c'est juste le... Attends, comment expliquer ça? Des fois, ils trouvent ça trop cher, tu sais, comme trop exact. Mais je veux dire, sur le 100 $, il y a tellement de choses en arrière qui doivent être payées. Puis au final, la marge du restaurateur, elle est quasiment inexistante. Et ça, les personnes ne le conçoivent pas. Comme on a des clients ici, ça va pas leur déranger de payer 200 $ pour une nuit. Ici, à l'auberge, justement, ce qui nous permet de faire la gastronomie qu'on fait, c'est qu'on a des chambres. Parce qu'on a une plus grosse marge sur les chambres. Une chambre, ça coûte à nettoyer, puis les frais fixes sont minimes. Puis après, quand tu as ta chambre, c'est quasiment du profit brut sur ta chambre. Mais pour le menu, quand ton 100 $, ben c'est 30-35 %, c'est que les produits bruts que tu as achetés. 30-35 % pour ta main-d'œuvre. 30-35 puis finalement, ben, il te reste sur ton 100 $, ben, tu as fait une marge de 4 piastres, tu sais, finalement. Ouais. Et en chambre, ben, tu as fait une énorme marge, tu sais. Et les gens, ça leur dérange pas de payer une chambre, mais ça va leur déranger de payer un menu à 100 $. Mais j'ai l'impression qu'on voit ça sur... la même chose pour les agriculteurs, tu vois. Les gens vendent des légumes, vont vendre des paniers. Tout le monde est en train de te dire les légumes, ils sont trop chers. Ouais. Puis au Québec, en général, le pourcentage de salaire qui est fourni pour l'achat d'alimentation, c'est 12 %. C'est peu comparé à la majorité des pays dans le monde qui sont beaucoup plus entre 30 et 70 %. Puis en fait, c'est juste qu'on préfère acheter d'autres choses, en fait. Ouais. Donc... mais je ne sais pas pourquoi on a ce rapport à la nourriture comme si elle devait nous être gratuite tout le temps. C'est fou. Et puis même, le rapport en mode, les clients, des fois, ils ont comme hey, « vous faites tellement d'argent », mais non, non, vous comprenez pas, là, genre, ça c'est border, et nanana, il y a les chambres qui nous soutiennent dans notre modèle économique. Et une chance qu'on les avait. Tu sais, quand on prend les chiffres, on fait des projections, s'il n'y avait pas les chambres, ben, on serait déficitaire, tu sais. Et il y a ça que les gens ne comprennent pas nécessairement. Est-ce que c'est difficile à faire changer les mœurs, tu sais? Ils pensent vraiment qu'on se fait du gros profit en vendant, mais ça, non, pas du tout. C'est drôle, hein? Mais c'est vraiment notre rapport à l'alimentation. J'ai l'impression qu'on le voit partout, justement, ça. L'alimentation doit être pas chère, alors qu'elle est déjà pas chère. Puis comme ça a augmenté, mais comme la production mondiale a descendu, on le prend des autres. Enfin, bref, c'est un peu particulier. Je voulais partir dans la dernière partie, qui sont les récoltes. Si tu avais un budget illimité, une baguette magique, tu changes quoi en alimentation au Québec? Ben, je pense que je changerais justement le modèle, en fait, l'approvisionnement. Tu sais, des fois, je trouve, on met souvent le blâme sur le consommateur, tu sais, de consommer local, etc. Et nanana. On dirait qu'on lui refile le blâme, mais la structure de l'alimentation au Québec, elle est, tu sais, on va chercher nos légumes ailleurs, etc. Mais c'est aussi les institutions aussi qui tu sais, c'est pas normal on a des maraîchers qui ont plein d'invendus. Puis que l'hôpital à côté, ben il achète ses tomates du Mexique. Pour moi, ça c'est inconcevable. Tu sais. Donc d'avoir une organisation pour être capable d'avoir une autonomie alimentaire, mais puis périn, puis bio évidemment, puis saine. Et que ça se fasse dans toutes les institutions, tu sais, que ce soit les CPE, pour les aînés, pour les gens malades dans les hôpitaux. Tu sais, moi, je le sais, là, qu'est-ce qui rentre comme fruits et légumes dans ces institutions-là, puis c'est pas, je veux dire... Mais c'est pas santé, et c'est pas local. C'est pas puis ça n'encourage pas l'écosystème économique alimentaire au Québec non plus. Mais c'est sûr on aurait un énorme levier de changement si toutes les institutions se mettaient à s'organiser pour être capable de se sourcer. Justement, quand je dis, moi, ça me fait de la peine de voir un maraîcher fermé. C'est pas d'avoir qu'il y a aussi des invendus,
puis qui donnent à des banques alimentaires aussi, puis qui, tu sais, justement, du grade A, B, C, il y en a de ça. Pourquoi qu'on peut pas... Après, j'imagine ça doit être tellement un travail énorme mettre ça en place, mais c'est possible. Donc ouais, si Mais c'est surtout qu'il y a des lobbyismes. C'est En surtout plus, ça c'est qui ça. sont Ouais, installés. Et puis c'est des gros sous l'alimentation. Exact, donc c'est sûr que. Et puis si tu veux qu'en plus ça soit bio, je pense que c'est 7% de l'alimentation au Québec qui est bio, enfin de production qui est bio, donc presque rien. Ouais. C'est un changement structurel fou. Mais ok, ta Ouais, page donc, blanche, donc c'est. boum. Oui, c'est ça qu'on a dit. Hein. Donc tu te présentes en politique sous peu. Ouais. Et Non, mais tu sais, puis c'est vrai, puis après, on est comme... le gouvernement fait tellement des campagnes, puis je comprends, puis oui, c'est normal, mais aussi des campagnes de comme faut consommer local quand que les institutions sont pas... elles le font pas. Elles le font pas. Elles le font pas. Et elles s'y réfléchissent même pas tant. Ouais, c'est ça. Parce que ils vont par la facilité, en fait. C'est facile, puis... Bref, ouais. C'est quoi qui te donne de l'espoir en ce moment? Bon, il y a plein de choses. Je suis quand même, quand même une personne qui voit toujours le verre à moitié plein. Je veux dire, il me donne l'espoir. Je vois il y a des gens inspirants partout autour de moi. Je côtoie des gens formidables qui sont vecteurs de changement. Puis j'ai espoir. En fait, j'ai vraiment espoir de manière générale. Puis on dirait que des fois, je me mets évidemment... J'essaie de pas voir des choses que ça, mais je garde espoir en me disant qu'il y a des vecteurs de changement qui se passent, puis ça se fait de manière à coup de grains de sable aussi, puis un jour, en ramassant plein de grains de sable, ben ouais. En tout cas, moi aussi, je me dis que quitte à faire quelque chose, hein, Ouais, exact. autant faire ça. C'est quoi le conseil que tu offrirais à quelqu'un qui veut s'engager dans la transition socio-écologique et qui a, tu sais, ce dernier pas là, qu'il fait pas ou qu'elle fait pas? Ça serait quoi? Moi, personnellement, j'ai suivi mon instinct. T'sais, puis des fois, j'ai l'impression que c'est facile à dire en mode de ça, mais j'ai juste vraiment suivi mon instinct, puis je restais proche de mes valeurs, puis on dirait que tout a déboulé, mais évidemment, j'ai sué, on a mis ça, mais de croire en ses rêves, puis de faire confiance à la vie, puis mais je sais que c'est un peu tu sais, c'est des phrases un peu magiques, mais c'est quand même ça pour de vrai, c'est de croire en ses passions, en ses rêves, puis d'y aller, puis de pas se laisser décourager parce qu'il va y avoir plein d'obstacles, tu sais, puis ouais. Moi, personnellement, puis même c'est drôle parce que je le sais que j'ai eu plein d'embûches, mais je suis même pas capable de m'en souvenir. Tu sais, parce que j'ai gardé le cap, puis j'ai rien laissé me démoraliser ou tout ça. Donc c'est ça que ouais. Je sais pas si c'est un conseil en vrai, mais On va le prendre comme ça. Bah écoute Samy, on va s'arrêter avec ça. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, merci de nous suivre et puis au prochain épisode d'un Terroir Fertile.